Ok, bonsoir à nouveau. Merci d'être ici au Palais de Tokyo chaque soir pour ces débats fantastiques où on essaye de dévoiler un peu la fabrication des choses, puisque ce qui nous intéresse, c'est le comment on fait. Nous sommes des artisans extrêmement modestes, ça se voit dans cette exposition à quel point on est hyper modeste. Donc, la dernière nuit d'Anne Bonny, comment on fabrique une fiction, un grand spectacle. Le podcast vient d'être mis en ligne il y a quelques jours. Il semblerait que ça démarre très fort, les échos sont très bons, tant au niveau de la presse que du public. C'est une fiction très ambitieuse, une saga historique avec des éléments contemporains, une histoire de pirates et de liberté, le destin exceptionnel d'une femme exceptionnelle. Donc ce soir, on va essayer de comprendre comment on a mélangé différents éléments pour arriver à ce résultat. C'est la toute nouvelle fiction de Claire Richard, ici présente, qui avait signé le très remarqué Les Chemins de Désir. Alors pour le coup, c'était une fiction audio très contemporaine qui a gagné tous les prix qui existent en fiction radio, ou à peu près. Claire Richard, elle est journaliste et autrice, elle travaille sur les cultures numériques. Elle a publié un essai sur les Young Lords, qui était aux États-Unis l'équivalent latino des Black Panthers, pour vous situer un peu. Et elle a le texte de son podcast Les Chemins de Désir est sorti au Seuil. Sabine Zevigian, ici présente, est à la base comédienne, mais elle travaille surtout à la radio, on va dire comme dramaturge, c'est-à-dire qu'elle travaille sur des textes littéraires pour les rendre radiophoniques, et comme co-réalisatrice sur toutes les grosses fictions d'Arte Radio, c'est-à-dire De Guerre en Fils avec François Perrache, Les Chemins de Désir et Anne Bonny avec Claire Richard. Arnaud Forest travaille beaucoup, lui, avec Sabine Zevigian, on les appelle pour ça les zonos, et Arnaud Zevigian, Zono, voilà. Il est réalisateur salarié à Arte Radio depuis... alors là, j'ai écrit depuis... parce que je ne me souviens plus. Voilà. Et co-réalisateur de La Dernière Nuit d'Anne Bonny. Michael Yo est musicien. Musicien du groupe Evergreen, toujours, qui vient de sortir un nouveau single, ou comme vous dites les jeunes, un nouveau projet. Il a été directeur musical de Radio Nova et il signe la musique originale. Et j'ai écrit tout le temps la musique et les chansons originales d'Anne Bonny. Et j'ai appris récemment que ce n'était pas forcément des chansons originales. C'est ça, Michael ? Alors en fait, si tu veux le principe, je t'explique parce que je sais que tu as travaillé à Radio Nova quelques années. Donc voilà. Oui. Voilà. Non, la plupart, oui, c'est des chansons originales. Et puis on retravaille un peu des chansons traditionnelles aussi. Des chansons traditionnelles de pirates ? Oui. Des chants marins, etc. D'accord. Et Sarah Monimar, qui est à la console ce soir, elle est chargée de production à Arte Radio, mais elle est aussi réalisatrice à Arte Radio. Elle partage son mi-temps en deux, ce qui fait un carton, merci. Et elle a assuré toutes les prises de son d'Anne Bonny. Quant à Franck Tassel, voilà, il est bruiteur. Il a fait tous les bruitages. C'est en ligne déjà sur Arte Radio, toutes les plateformes de podcast. C'est 3 heures d'une histoire d'amour, de pirates et de liberté. Et le 16 décembre, on lance, parce qu'on est un peu maniaque, une fiction jeunesse qui, elle, s'appelle Anne Bonny, la reine des pirates, qui est peu ou prou, mais pas vraiment la même histoire, mais l'histoire d'Anne Bonny racontée pour les 7-12 ans. 2 fictions, 3 ans de travail, le plus gros projet d'Arte Radio en 20 ans, le plus gros budget d'Arte Radio, 20 comédiens, 10 musiciens. Donc, 3 ans qu'on travaille dessus, on est tous assez bons, on a gagné plein de prix, le texte, on a quand même fait réécrire, on le connaît. Arrive le mois de juin où on écoute la première version et on a tous le trouillomètre à 0 en rentrant dans la régie parce qu'on ne sait pas si c'est bien ou pas. Pourquoi ? Sera ma première question. Pourquoi, alors qu'on travaille sur un truc depuis 3 ans, quand on rentre à la première écoute, même nous, l'autrice et les 2 réalisateurs et le producteur, on ne sait pas si ça marche. Du coup, moi, je parle du côté texte, mais en fait, il y a vraiment l'effet... Comme il y a plusieurs plans de narration dans la fiction, qui est un peu le truc rigolo, c'est qu'il y a la vieille Anne Bonny qui raconte l'histoire d'elle jeune, le plan temporel où elle est vieille, le plan où elle est jeune, et après, il y a des historiens qui commentent la narration. Et c'est tout l'intérêt... je pense, du texte. Mais du coup, au bout d'un moment, c'est compliqué à faire exister en son. Et donc, il y avait effectivement en tout cas, moi, c'était celle dont on avait beaucoup parlé, la difficulté de est-ce qu'à l'écoute, on sait où on est ? Et donc ça, on était conscient depuis le début que c'était un énorme enjeu, sauf qu'en fait, au bout de 2 ans de travail, on sait que c'est toujours un énorme enjeu, mais on ne sait plus du tout
comme nous, on connaît tout par cœur. Donc on sait à chaque endroit où est-ce qu'on est. On ne sait plus si notre écoute, elle est fiable. C'est ça que moi, je trouvais vraiment vertigineux. Mais est-ce que plus fondamentalement, nous, on sait que la fiction radio, c'est ce qu'il y a de plus difficile, vraiment, en radio. On a fait d'ailleurs 10 fois plus de documentaires que de fiction. En même temps, nos fictions, à chaque fois, gagnent tous les prix. Donc, bizarrement, c'est peut-être là où on est le plus reconnu, alors que c'est ce qu'on fait le moins. On en fait 1-2 par an, grand max. Enfin, en tout cas, des grosses fictions. On peut faire des mini-fictions. Il me semble qu'à chaque fois, c'est un pari. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent foirer qu'on ne sait jamais si ça va être réussi. Qu'est-ce que t'en penses, Sabine ? Ou peut-être je m'exprime mal. Non, mais en fait c'est que à la base on lit du côté de la réalisation, à la base on lit un texte et puis tout de suite on a des images très fortes, on se met à fantasmer très fort, on a comme ça un rêve, et après sauf que le truc c'est qu'après ce rêve devient une suite de choix concrets à effectuer, et chaque choix contient tout un tas de données à prendre en compte, et donc on accumule les choix les uns après les autres en suivant une certaine logique, en se concertant, en discutant. Sauf qu'à la fin, ça devient tout autre chose. Et cette toute autre chose, est-ce qu'elle continue à contenir le rêve initial ou pas ? C'est un peu la surprise de la première écoute, quoi. Je te remercie, parce que du coup, on va prendre chacun de ces choix un par un, et ça Génial. me fera mon conducteur d'antenne, ce qui est extraordinaire. Commençons par le premier choix, qui est le plus casse-gueule, le texte. Alors toi, tu as dit, je crois récemment dans la presse, une bonne fiction radio, c'est le texte. Et pourtant, tu es réalisateur, tu vois. Ouais. Effectivement, je crois que j'ai pas dit ça. Oui, tout part du texte et du fantasme de l'auteur. Donc après, effectivement, le premier choix, c'est il y a un texte et Claire, je pense, et c'est ça, la littérature, c'est quand même peut-être le médium où tu es le plus libre, parce que tu peux tout inventer. Tu as un stylo, une feuille blanche, un cerveau, donc allons-y, tu fais ce que tu veux. Et donc après, il faut traduire ça en choses concrètes, en casting, en prise de son, en décor, en montage, en musique, en mixage. Le premier travail, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en lisant le texte, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et aussi, le danger, c'est de travailler avec des gens très intelligents. Par exemple, c'est pas le cas, Claire Richard, et c'est là que tu te dis elle est vraiment très très intelligente, mais moi, il y a plein de trucs que je ne comprends pas. Et déjà, si moi, je ne le comprends pas, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes moins intelligentes que moi, mais pas beaucoup. Mais est-ce qu'elles vont encore comprendre ? Donc il faut simplifier. Et effectivement, il y avait les couches de narration. Il y a des épisodes où tu as 7 personnes différentes qui racontent des niveaux de narration différents. Et là, on va se dire, OK, déjà, à la lecture, on se dit, on va simplifier, parce que si moi, déjà, je commence à être perdu à la lecture, on sait par l'expérience que va se rajouter toutes les autres étapes, tournage, montage, et que si on ne les règle pas, ces problèmes-là, si on ne les règle pas dès l'écriture, on sait qu'elles vont empirer et qu'à la fin, ça ne va pas marcher aussi. Oui, parce que tu disais, il y a des couches de Anne Bonny, mais il y a 3 Anne Bonny. Il y a Anne Bonny âgée qui raconte l'histoire principale, Anne Bonny enfant, Anne Bonny jeune, enfin la femme, celle qu'on appellerait l'héroïne. Et justement, cette Anne Bonny jeune qui nous intéresse, la femme pirate, qui était-elle et pourquoi écrire sur une femme pirate du XVIIIe siècle ? La vraie Anne Bonny, c'est une femme qui a existé, donc qui est née au tout début du XVIIIe siècle, donc en Irlande. Elle est, ça c'est ce qu'on sait, et on sait qu'on la retrouve en 1725 ou 26, mentionnée dans des procès de piraterie en Caraïbes. C'est-à-dire qu'elle fait partie de... Voilà, il y a plein de procès parce que les gouverneurs anglais veulent éliminer tous les pirates qui pullulent dans les Caraïbes. Et donc, il y a des comptes rendus de procès où il y a une femme qui est jugée en même temps qu'un autre équipage. Et au moment où elle est condamnée à mort, parce que c'est le sort de tous les pirates, elle fait surseoir son exécution parce qu'elle dit qu'elle est enceinte. Ça, c'est ce qu'on sait sur la vie historique de cette... Ça, c'est la vérité historique. Ça, c'est la vérité historique. Des archives, des procès. D'accord. Et en fait, quand j'ai commencé à lire... quand j'ai commencé à lire des choses sur cette femme, j'ai été fascinée par sa trajectoire, comme je pense plein de gens, parce que c'est pas du tout une personne inconnue. Il y a déjà eu plein de choses faites sur elle. Il y a des best-sellers sur elle et une autre de ses copines qui est dans le même procès, Mary Read. Ouais. Il y a des best-sellers de romans un peu romance, historique, grand public, sympa d'ailleurs. Ouais. Beaucoup sur Mary Read et Anne Bonny.
Absolument. Elle fascine. Elle fascine, et en plus, comme il y a donc, parce qu'on retrouve aussi cette autre femme, Mary Read, dans les comptes rendus de piraterie, il y a en plus toujours, souvent la tentation de leur inventer une histoire d'amour. C'est vraiment des femmes hyper badass, et en plus elles étaient lesbiennes à bord d'un bateau pirate. Donc là, tu coches quand même moult Mais cases. en même temps, ça donne envie à la base. Enfin, Absolument. Et moi, je m'étais dit que c'était un peu ça. Et donc, en fait, quand j'ai commencé, il y avait le côté romanesque. Et après, plus je lisais de choses sur Anne Bonny, plus je m'apercevais que finalement, beaucoup de choses, ça répétait quand même un peu les mêmes trucs, qui viennent non pas des sources historiques, mais d'un texte du 18e qui était un best-seller, qui s'appelle Histoire générale des pirates, et qui a été écrit par un mec, enfin c'est un capitaine Johnson, dont personne ne sait réellement qui il était. C'était un pseudonyme. Et du coup, je suis allée lire ce texte, et en fait, quand on lit le chapitre sur Anne Bonny, très vite, on s'aperçoit, enfin, ça crève les yeux, que Johnson invente énormément de choses sur elle. Et donc, le point de départ, c'était à la fois raconter cette histoire de liberté, parce que je trouvais ça, et puis cette question que je trouvais un peu dingue, qui était comment au XVIIIe siècle, alors qu'il n'y a pas de roman, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de réseaux sociaux, évidemment, mais comment une petite fille qui est née dans un petit village en Irlande, ça va être quoi la succession des choses, des hasards et des rencontres et des projections qui vont faire qu'on va la retrouver pirate à l'autre bout du monde, à un moment où l'autre bout du monde, c'est 3 mois de traversée sur un bateau avec la possibilité de mourir à chaque tempête. Donc c'est vraiment un autre univers entièrement. Donc cette question romanesque, et l'autre qui était de dire, de jouer sur les décalages entre ce qu'on sait d'elle historiquement, à savoir quasi rien, et toutes les mythes qui ont été faits autour d'elle. C'est pour ça qu'il y a cette intro, puisqu'il y a une intro, vous verrez dans la fiction, enfin vous entendrez, qui pose cette question des histoires. En fait, ce qui t'intéresse, c'est l'histoire, comme on dit, avec un grand H, ou Kafka disait l'histoire avec une grande H, ce qui est pas mal non plus, et les histoires qu'on se raconte, qu'on fantasme, la fiction, qui est aussi ton domaine. Et donc, ce qui t'intéressait, c'était de frotter, de dire toute histoire a différentes versions. Elle peut être prise sous c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est que moi, évidemment, en lisant ça, au tout début, j'avais, comme je vous dis, ce truc de waouh, cette trajectoire de liberté est dingue. Et puis, un peu ce côté femme puissante, pour le dire à la truelle. Et en fait, plus je lisais, plus ça se décalait un peu. Je lisais plein de choses d'historiens qui étaient peut-être un peu contradictoires. Et en fait, ça a commencé au moment de l'écriture. Pour moi, ça a vraiment pris forme, et c'est devenu drôle à écrire aussi, parce qu'il y avait aussi un peu l'enjeu, ça servait à rien de refaire la 1000e histoire d'Anne Bonny, comme il y en a plein de très bien. Et ça a commencé à me faire rire quand j'ai fait entrer du coup 2 historiens dans la narration qui commentaient un peu ce truc d'écart quoi, entre... je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, il y a la vieille Anne Bonny qui commente le texte du 18e en disant « c'est n'importe quoi, ce mec n'a rien compris, moi je vais te raconter la vraie histoire ». Et après ça, des historiens qui de temps en temps disent mais d'où ça sort ? Il n'y a aucune source, ça n'a pas de sens. Et tout ça en essayant, donc leur jeu c'était à la fois de tenir ces différentes couches, parce que c'était ça que je trouvais intéressant, et d'un point de vue dramaturgique ça amène des choses, et en même temps de ne pas perdre le souffle romanesque. Oui, parce qu'en même temps, il y a une histoire, rassurez-vous, c'est pas tout le temps du Charlie Kaufman. Il y a quand même une histoire romanesque, une petite fille qui grandit, et il y a le quota. Par contre, je tiens à signaler immédiatement, c'est mon immense regret, c'est la première grande saga de pirates, sans perroquet, ni jambes de bois. Et ça, je trouve que pour une fiction sonore, j'ai toujours pas compris comment vous avez pu vous passer du perroquet et de la jambe de bois. Je tiens à m'inscrire en faux. Ah. Il y a un perroquet. Ah bon ? Ouais. Quand ? Mais si tu l'entends plus aussi. Mais il y a un perroquet. Il y a un perroquet. Ah bon ? Ouais. Ah, enfin. Et une jambe de bois ? Il y a une jambe de bois. Vous montez. Ça, donc on a ce texte, Claire. À partir de là, toi, l'une des choses où tu interviens, peut-être la première étape, tu veux parler, parce que les gens qui nous écoutent veulent tous se lancer dans la fiction radio, parce que, vous avez compris, c'est la célébrité, la gloire assurée et des revenus constants. Le casting, comment on caste pour une fiction radio ? Évidemment, j'imagine qu'on caste des voix avant de caster des physiques. Eh ben, oui et non. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, une voix... après, c'est personnel, mais je pense que pour moi, une voix détachée... Par exemple, quand on envoie des bandes démos en disant « Coucou, ça m'intéresserait beaucoup de faire de la radio », j'ai beaucoup de mal à imprimer une voix si elle n'est pas rattachée à une personne, à un tempérament, parce qu'un acteur, c'est une voix, mais une voix n'est pas détachée d'un corps, n'est pas détachée d'une façon de travailler, d'une personnalité. Donc on caste un acteur pour la radio, selon moi, et je le vérifie auprès de certains collègues, comme on caste
n'importe quel acteur, c'est-à-dire pour sa curiosité aussi, pour son talent évidemment, pour ce qu'il incarne malgré lui, la façon dont il investit le langage, ce qu'on va projeter sur lui, c'est aussi, instantanément, et presque, une catégorie socioculturelle aussi. Ça joue, ça transparaît dans le langage beaucoup. Donc on caste un acteur. Quand je regarde comment mes collègues fonctionnent aussi, on a tendance à regarder des bandes démos de cinéma et non pas à écouter des bandes voix. Donc on les casse pour ce qu'ils sont et puis. Tu crois c'est pas ta déformation parce que toi-même t'es comédienne et tu viens de l'univers du théâtre. Non, tu penses qu'il faut fonctionner comme ça. Non, j'ai vraiment découvert que autour de moi, les gens fonctionnaient aussi comme ça, c'est-à-dire que on a aussi besoin de voir comment l'acteur réagit. C'est un tempérament, la voix, elle ne fait que, c'est juste un gros plan sur qui les gens sont. Donc, et ils sont autre chose qu'une fréquence, en fait. Donc, ce casting, là, une vingtaine de comédiens. Il y a eu des accidents de casting qu'on va pas évoquer, peut-être, hein? Non, voilà. Ce qui est intéressant, ce qu'a dit Sabine, par rapport au fait qu'un comédien, c'est pas qu'une voix, c'est un corps, c'est une personnalité, c'est pour ça qu'on le choisit. Dans la fiction, il y a le personnage de la mort. Là, pour le coup, on a hyper galéré, c'est-à-dire que jusqu'à 2 mois avant la mise en ligne, on n'arrivait pas à avoir une comédienne qui allait incarner la mort. Alors, sur toutes nos versions de montage, c'est Sabine qui a fait une voix maquette qui s'est enregistrée pour avoir la mort. Alors après, on s'est dit, un peu dans l'imaginaire, il faudrait un peu une voix rauque. À un moment, on a pris une comédienne. On a essayé, avec un accent, ça n'a pas marché. Et en fait, ça a été très très difficile à trouver la bonne voix, justement parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de personnalité. En tout cas, c'est pas un personnage qu'on connaît, quoi. Et donc, il n'y a aucun support tangible à s'y raccrocher et on a super galéré. Oui, pour dire la vérité, on était en fin de mixage. La fiction est pratiquement mixée. On est en septembre, voire début octobre. Et ils m'ont demandé de retourner la mort. Donc, on a fait venir une comédienne qui a retourné uniquement les dialogues et les textes de la mort et qui a remplacé et ça a été l'occasion d'écrire. Ça a été l'occasion d'écrire ce prologue. Donc on n'est pas mécontent. Bien. Ensuite, alors, pour dire quand même un mot du casting, Anne Bonny, âgée, qui est presque la voix de narration de toute l'histoire, c'est l'immense Catherine Niégel de la Comédie Française. Mais ça, oui, c'est important. Par contre, ça me fait penser à une chose que tu dis ça, c'est que quand on reçoit un texte et qu'on essaie d'imaginer une distribution, il y a certains rôles pour lesquels, tout de suite, on entend les voix, en fait, et on les entend parfois plus ou moins distinctement, mais parfois c'est tout à fait évident. Et pour Catherine Niégel, pour le coup, c'était immédiat, quoi. Immédiat, et il n'y avait plus qu'à prier pour qu'elle soit d'accord, mais c'était tout de suite Catherine Niégel. Elle va donc raconter son histoire pendant une nuit entière, puisqu'elle est gérante d'un bordel, à sa prostituée préférée, Apolline, qui est jouée par Alice Belaïdi. Elle va rencontrer un magnifique capitaine pirate, la grande classe, le capitaine Jack Rackham, qui est joué par Robinson Stevenin, super acteur, beau gosse. De qui d'autre on peut parler ? De Antoine Reynards. Quand on parle d'une façon d'investir le langage, c'est l'acteur qui joue dans 120 battements par minute. À un moment donné, on cherchait, quelqu'un qui puisse être un petit peu nerveux dans sa façon de parler, très vif, très volubile. Voilà, on a pensé à lui pour ça, Antoine Reynards et Aurélie Miermont qui lui donne la réplique. D'ailleurs, on pourrait dire qu'Antoine Reynards, il a pas forcément une voix très radiophonique, il zozote un peu, il avale un peu les mots, donc ça peut être un peu une galère. Justement, on dit non, en radio, il faut que ce soit des voix très claires où on comprenne tout. Lui, il est un peu justement, donc il bouffe un peu, mais du coup, c'est d'autant plus crédible parce que c'est pas un mec casté où on se dit ah oui, direct radio, c'est un historien, quoi. Et Anne Bonny jeune, c'est Anne Victoire Bonny Dubois. Victoire Dubois. Ensuite vient le moment du tournage. Autre galère, En fait, on vous explique ce que je voulais dire par là. Pourquoi on avait peur en rentrant en studio en juin ? Alors la première écoute, en entrant dans la régie. Parce qu'à chaque étape, ça peut foirer. C'est-à-dire que le casting, donc vous l'avez vu, finalement, on a casté quelqu'un, Sabine, et puis à l'écoute, on se dit non, ça va pas, et finalement, on va retourner entièrement des scènes. Le tournage, tout peut foirer aussi. Raconte, non.
Et bien, avec Sabine, donc on travaille souvent sur les fictions, et c'est vrai que par rapport au Chemin de Désir, où tout a été fait en studio, parce qu'il y a un ou deux personnages, c'est vrai que là, on s'est dit, tu lis le texte, tu dis, on veut avoir des grands extérieurs, on veut sortir du studio, quoi, aller tourner en extérieur dans des décors naturels, donc au bord de la plage, sur un galion. On l'a fait, on a essayé, on a été sur l'Hermione, qui est une frégate à Rochefort. Donc là, Arte Radio, donc vos impôts nous ont payé 3 jours sur l'Hermione avec Sabine. Et là, tu te rends compte que non, il ne fait pas de bruit parce qu'il est à quai, donc il n'y a pas de bruit de mât. De toute façon, il y a la route qui passe juste à côté, donc il y a des klaxons. Donc en fait, c'est impossible. Et c'était vraiment notre gros fantasme qui a duré longtemps en disant non, on ne fait pas de studio, on fait pas de studio. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est impossible, d'autant plus dans une fiction historique où en fait tu peux, même si tu tournes dans un champ pour faire une plaine d'Irlande, t'es jamais à l'abri qu'il pleuve, t'es jamais à l'abri qu'il y ait des avions ou qu'il y ait un tracteur ce jour-là, quoi. Donc en fait, à un moment, on a fait le choix d'abandonner le décor naturel, en tout cas en extérieur, et de tourner dans un grand audit de bruitage, ce qui s'appelle, qui est une grande pièce insonorisée, où en fait on a pu faire évoluer les comédiens, et on croit qu'ils sont en extérieur, et puis il suffit de mettre des ambiances derrière qui sont dans des banques de sons, donc soit une ambiance de mer, une ambiance de vent, de plaine, plus l'addition du bruitage fait par Franck Tassel pour recréer en fait des décors. Est-ce que là on pourrait écouter un extrait peut-être? Oui, je pense que c'est ce que j'allais dire. Je me dis là, c'est pas mal. Ça me paraît le bon moment là. Anne, on voit les côtes de Providence. C'est quoi cette odeur immonde? Vue du pont, Providence ne faisait pas rêver. La côte était malingre, la plage bordée de cahutes en bois misérable, le sable était gris et ça sentait la charogne. Bonnie, tu prends ta femme et tu descends. Mais le port était bondé de bateaux de toutes les formes avec des pavillons du monde entier. Des navires de commerce hollandais, des chaloupes françaises, des goélettes anglaises. C'était les prises de guerre des pirates, les vaisseaux détournés sur les mers du Sud. Regarde-moi ça, là. C'est du travail de port. Je m'emmerde. Des pirates étaient en train de retaper une coque de bateau retournée, rongée par le sel et les vers. En parlant de verre, je vais me reprendre un petit affia, moi. À côté, d'autres reprisaient des voiles. Un peu plus loin, d'autres encore faisaient brûler des carcasses d'animaux morts. C'était ça qui puait tellement. Mais ça n'empêchait pas un petit groupe de boire du punch au coin d'un feu. Jamais que le 5e de la journée. Ivrogne. C'est sur cette plage que j'ai compris que la liberté, ce n'est pas doux, ce n'est pas joli, ce n'est pas sucré. Ça a un goût âcre et ça peut être repoussant d'aspect. On va s'installer où? On va trouver une cahute. Les pirates font bon accueil au hors-la-loi. Il y aura bien quelqu'un qui nous hébergera. Évidemment, il disait n'importe quoi. Personne ne nous a accueillis dans sa cabane, mais personne ne nous a chassés non plus. On te retrouvera plus demain. Vu de près, les pirates de Providence ressemblaient décidément beaucoup aux mercenaires que j'avais vus chez mon père. Ils avaient le teint tanné, les rides profondes, des mains ou des pieds en moins. Ils portaient des vêtements crasseux et ils sentaient mauvais. Mais ils riaient et ils chantaient beaucoup. Au revoir à vous, oh, mesdames espagnoles. Au revoir à vous, demoiselles d'Espagne. Les vagues nous appellent, non, ne soyez pas cruelles, mais nous reviendrons bientôt près de vous. Au revoir à vous, oh, mesdames espagnoles. Au revoir à vous, demoiselles d'Espagne. Les vagues nous appellent, non, ne soyez pas cruelles, car nous reviendrons bientôt près de vous. Alors que chaque homme finisse sa
Alors, on pourrait s'extasier longtemps sur la musicalité de la voix de Catherine Yegel, ce acre, ce mauvais. Hein, c'est vraiment, on a l'impression que chaque syllabe, chaque truc prend une densité, une matière. Toi, en tant qu'autrice, tu te régales. Mais on va plutôt s'attarder sur la musicalité de Michael Lio, avec 2 observations. Un premier moment de musique, décidément avec une instrumentation contemporaine, alors qu'on est au 18e. Est-ce là l'influence de Peaky Blinders, je dirais? Deuxième chose, une chanson effectivement qu'on entend brièvement dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, un chant marin traditionnel, Au revoir à vous, aux dames espagnoles, avec pareil un arrangement qui hésite entre le traditionnel folklorique et le contemporain. Oui, alors c'était une volonté déjà de Claire d'avoir ce moment-là sur cette chanson traditionnelle, Au revoir à vous, mesdames espagnoles, qui est une vraie chanson qui existe, dont il existe aussi des enregistrements plutôt traditionnels, voilà. Et donc l'intérêt, enfin disons que la question à cet endroit-là, c'était de se poser la question de comment l'intégrer dans la narration, dans la fiction. Il y a ce moment où on est dans l'action, où il y a les marins chantent dans la taverne, et après on dépasse, il y a ce moment un peu comédie musicale où on est vraiment sur la chanson, ça devient vraiment une vraie chanson. On n'est plus juste dans l'action et on flotte un peu. Il y a une différente strate qui s'ajoute, comme les strates qu'a écrites Claire. Et voilà, donc ce qui était intéressant, c'était de métisser en fait les genres. D'essayer de trouver quelque chose qui représentait un peu ce que pouvait être la musique de l'époque, donc 18e siècle, dans ce golfe du Mexique, la Louisiane, les Caraïbes, etc. Donc des influences qui sont en fait aussi des influences plutôt traditionnelles, et de mélanger des choses plus contemporaines, suggérant le brassage, le métissage des cultures. Donc je suis un peu parti sur quelque chose qui est un peu reggae, un peu aussi etio jazz, ça n'a pas vraiment grand chose à voir, mais juste pour suggérer quelque chose d'origines différentes, mélangées, et pour faire quelque chose qui soit un peu plus moderne, un peu plus pop, ce qui me semblait pertinent à ce moment-là. Tous les morceaux ne sont pas comme ça, mais voilà, sur cet endroit-là, je trouvais que ça avait quelque chose qui était pertinent. Là, il y a 2 grands risques. Il y a le risque que l'orchestration, justement, un peu moderne, nous fasse complètement sortir du truc. Tu vois, on partage tous les deux le même un peu scepticisme envers certains films de Baz Luhrmann. Je pense à Moulin Rouge, où il y a du Bowie, du Queen qui arrive. Enfin, moi, je sais que j'ai vachement de mal, alors que ça marche avec Nick Cave dans Peaky Blinders. Je sais pas pourquoi il y en a un qui fonctionne ou pas. Et l'autre risque, c'était qu'à mettre autant de chansons, il y a une chanson dans chaque épisode. En fait, il y a un extrait de chanson dans chaque épisode. Et c'est vrai que la première fois qu'on écoutait, on se disait, on bascule dans une comédie musicale. C'est très difficile d'intégrer une chanson dans une fiction, en vrai. C'était toutes les questions qu'on s'est posées au début sur à quel point il fallait aller vers la comédie musicale, vers les références auxquelles on peut s'attendre quand on pense piraterie, quand on pense voilà, ce genre. Il y a des choses qui forcément viennent en tête. Il y en a qu'on a choisi d'un peu d'assumer. J'ai parlé tout à l'heure de Tom Waits, donc t'as dit Nick Cave, mais bon, Tom Waits aussi était vraiment une sorte de référence pour suggérer ce truc un peu de taverne, un peu caribéen, un peu jamaïque, voilà. Et il y a un peu de ça, vraiment, il y a de ça, c'est sûr. Et j'essayais de trouver quelque chose qui puisse marcher à tous les moments aussi, de pas partir vers des trucs qui étaient trop différents les uns des autres, mais à chaque personnage, chaque moment a un peu sa couleur quand même. Et notamment là, par exemple, c'est aussi dans le choix des instruments. Donc c'est à l'inverse de, je sais pas, Baz Luhrmann pour reprendre ton exemple, qui est dans des trucs très très pop, très comment dire. Voilà, très, très extrême. Très électrique, très glam, très... Oui, voilà. Je voulais quand même garder quelque chose qui soit... en reprendre des éléments qui pouvaient être des éléments de l'action, de la narration aussi. Donc là, par exemple, il y a des percussions qui sont faites à base de fourchettes et de couteaux, des choses comme ça. D'ailleurs, on a utilisé les talents de Franck, qu'on a écouté tout à l'heure, pour les bruitages, et d'utiliser le plus possible des bruitages vraiment dans les chansons. Et alors toi, tu étais un compositeur, je sais que tu es un très bon mixeur, enfin tu es vraiment fasciné par les potentiels du son, tu as ton propre groupe qui s'appelle Evergreen, mais là tu as dû travailler donc avec des chanteurs et chanteuses professionnels, comme toi, comme... il y a Mathilde Hortscheid, mais aussi tu as travaillé avec les comédiens, ouais, qui sont pas chanteurs. Non.
Alors, je précise pour le mix que Arnaud est quand même a vraiment beaucoup travaillé sur le mix des chansons, des morceaux lui-même. Pour ce qui est des chanteurs, oui, ce qu'il fallait faire, c'était travailler avec des comédiens. Ouais, mais après, c'est juste moi, je prétends pas non plus être directeur de chorale ou quoi que ce soit. Donc, c'est un apprentissage pour moi aussi. C'était assez drôle à faire et de se retrouver avec des musiciens. Il y a aussi les musiciens qui sont des vrais musiciens, des cordes, etc. Donc, il y a aussi ce travail-là de travailler avec des gens qui sont plus talentueux sur des instruments particuliers. Mais sur les comédiens, en fait, c'est de jouer avec leur voix, de pas essayer de leur faire autre chose que ce qu'ils sont, et voilà. Et il y a des choses qu'on a apprises et découvertes en faisant. On s'est rendu compte que des idées que j'avais eues peut-être en amont sur ce que pouvait être tel ou tel morceau, finalement marchaient pas avec telle ou telle voix, et qu'il fallait plutôt essayer d'épouser ce qu'était cette voix, ce qu'était cette personne, plutôt que d'essayer d'imposer, épouser plutôt qu'imposer. Je vais laisser là comme ça. Épouser plutôt qu'imposer voilà, une chanson autour de la voix de quelqu'un. En tout cas, ces chansons sont une réussite totale. Moi, à chaque écoute, je sors avec la chanson dans la tête. Elles seront aussi dans la version pour les enfants. Et pour le bon déroulé de la fiction, on en met des extraits vraiment courts, parce que sinon on part sur autre chose et ça fonctionne pas, on perd l'histoire, on n'a plus envie de la chanson, alors qu'elles sont super. Et donc on a fait en sorte justement d'en mettre très peu. Comme ça, vous avez envie d'en avoir encore, et nous les sortirons ensuite en édition limitée, en vinyle, 180 grammes dorés à leur fin, en souscription. Enfin, je sais pas, mais il faut absolument, j'en fais ici le serment, sortir toutes les chansons de Michael Lio, d'Anne Bonny, on est d'accord, en podcast, on les sortira, plus tard, au printemps. Du coup, donc là, j'ai dit on a coupé les chansons, mais il n'y a pas que les chansons qu'on a coupées. Normalement, en France, il y a un respect total du texte de l'auteur. L'auteur est roi, l'autrice est reine en l'occurrence. Et à Arte Radio, on a cette habitude, et vous l'avez fait encore plus, on taille, on coupe, on mélange, on détruit, on reforme, on fait du Lego. Vous avez quand même... Dans quelle mesure vous vous êtes permis d'intervenir sur le texte, de couper, de tailler, de mélanger, Sabine ? Alors déjà, au tout départ, le texte, on l'a beaucoup lu et relu ensemble avec Claire, donc il y avait déjà beaucoup de choses sur lesquelles qu'on avait remanié ensemble, ou pas énormément, mais quand même des petites choses, des choses ici et là. On avait peaufiné un peu les dialogues avec Anne-Sophie Bailly. Et vraiment, on a fait plusieurs lectures à des intervalles assez espacés. Donc, au bout d'un moment, quand même, je partais avec une matière que j'avais aussi où j'avais scripté la réalisation. Elle avait pu lire ce qu'on comptait en faire, etc. Du coup, on partait quand même avec une espèce avec un script sur lequel on était d'accord, ou en tout cas là où il y avait des failles, etc. On connaissait les endroits où il y aurait pu avoir des modifications. Puis Claire, elle a aussi habitué c'est quelqu'un qui a aucun problème à ce que des choses tombent à l'épreuve de la réalisation, parce qu'effectivement le son absorbe des informations. Certaines choses qui sur le papier passent très bien tombent d'elles-mêmes, mais c'est vraiment pas... j'ai l'impression que tu acceptes assez facilement... elle est consciente du fait que ça va un petit peu se transformer. Nous, on sait ce à quoi elle tient, parce qu'on est quand même aussi, on travaille dans une forme d'amitié. On sait ce à quoi elle tient. Donc l'un dans l'autre, ça finit par être assez équilibré. Quelque chose est assez équilibré. C'est pas, on taille pas, on fait pas tomber. C'est quelque chose qui juste se transforme, en se mettant en onde. Et après, Claire, elle est, une fois qu'elle a livré le texte, elle est très peu intrusive. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres auteurs, mais elle lâche un peu le bébé. Ça fait 1 an et demi qu'elle y est dessus, et ça fait déjà la 3e fiction qu'on fait ensemble, donc elle a confiance en nous, donc elle lâche complètement. Elle va venir voir une fois sur le tournage parce que ça l'a fait marrer, mais après elle nous laisse complètement travailler. On a fait les choix en amont, et après c'est Sabine et moi au montage, donc le pré-montage est réalisé par Sabine, et moi quand je récupère aussi après le pré-montage de Sabine, et après sur la réal que je fais, et après qu'on fait Sabine et moi, limite Claire après elle vient vraiment presque à la toute fin pour écouter, et du coup je sais que c'est un espèce d'orgasme pour elle, parce que elle sait pas du tout ce que ça va donner presque, et elle est vraiment, on l'a fait dans le train, elle est là, et parce que justement elle se dit c'est comme si elle avait fait le bébé, elle le revoit adulte quoi. Oh dis donc, il a un beau bébé, mais voilà. Et donc c'est vrai que du coup il y a tout qui lui vient d'un coup, enfin quasi, et elle fait ah ouais d'accord, et elle est
à chaque fois qu'on t'a proposé des coupes, qu'on a fait des coupes, sans non plus foutre le bazar, t'es plutôt d'accord et elle se dit, comme j'ai dit, c'est une fille très intelligente, elle voit bien que, ah oui, ça marche mieux comme ça. Attention, là, on n'est pas là, ce soir, on ne réunit pas tout le monde pour faire la promo d'Anne-Bonny. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre à travers cet exemple, comment on fabrique, qu'est-ce que ça implique de fabriquer une fiction radio, quels sont tous les enjeux, tous les risques, tout le casse-gueulage. Et je voulais savoir, toi, en tant qu'autrice, quand tu reçois, eux qui ont travaillé des mois dessus, tu n'as rien entendu pendant des mois, tu ne sais plus comment tu reçois ça. Est-ce que tu as quand même forcément, tout ne peut pas te plaire. Je voulais juste ajouter, mais ça, c'est sur la question de comment ça se fabrique. Je pense qu'on partage tous l'idée que l'important, c'est l'attention des personnes qui vont l'écouter. J'ai l'impression qu'à tous là autour de la table, tout le monde dans l'équipe... C'est l'auditeur qui est le patron. Et donc on a tous en fait cette espèce de truc de, bien sûr, moi il y a des phrases que j'adorais parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles étaient hyper importantes pour le personnage, mais on partage vraiment tout le monde cette idée de... En fait, si ta phrase tu la gardes et ton paragraphe chéri tu le gardes, mais qu'en fait les gens vont pas l'écouter... T'as vraiment perdu au change. Et de fait, je pense que c'est ça aussi qui fait que plein de choses, on s'accorde à dire, bah oui, ça c'était vraiment beau, mais tant pis. Et après, l'autre facteur, c'est qu'en fait, et ça répond aussi à ça, c'est qu'on a déjà travaillé ensemble. Du coup, on se connaît, on se fait confiance. Et moi, je sais, quand je vous donne le texte, ce qui m'intéresse, c'est même pas que je me dis, je lâche le bébé, c'est que je me dis, vous allez en faire un truc encore plus beau, encore plus riche et surprenant, et voilà. Et alors après, donc ça par contre c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus, mais après quand ça me revient, ça me stresse. En fait, je repousse l'écoute. Ah oui. Je fais un déni total. Jusqu'au moment où en fait on a une réunion et il faut avoir des retours, parce qu'en fait j'ai hyper peur d'être déçue, et par ailleurs comme on est amis, je serais encore plus triste d'être déçue. Je me dis, là, mais si j'aime pas, ça va être compliqué. Comment leur dire? Je pourrais pas leur dire, je devrais mentir, ça va être chiant. Il y a quand même eu des choix pas évidents. Enfin, je me rappelle l'épisode 1, par exemple, on galère toujours sur le début. Je pense que dans toute œuvre, le début, en fait, c'est le plus dur. Surtout maintenant que il y a tout. Maintenant, je sais pas, moi, c'est toujours mon exemple. Je me dis, le nombre de séries super que les gens ont arrêté de voir après le premier épisode parce que t'as plein d'autres trucs à regarder, tu te dis le premier il est relou, vas-y, ça c'est mon angoisse, je le zappe, alors qu'en fait ça se trouve c'est un chef-d'œuvre et juste maintenant les gens ont plus le temps, plus l'envie. Je me dis donc vraiment on galère sur les débuts. Or il y a une mise en place à faire forcément dans un premier épisode, ça va jamais être le truc le plus délirant, c'est rare. Et pour donner un exemple, juste pour te dire, c'est que je crois que le premier épisode, le premier montage il devait faire 25 minutes, 24 minutes, et à l'arrivée finalement il a fait 14 minutes. Donc là, c'est-à-dire qu'on a quand même retiré 10 minutes, quasi 10 minutes de ce qu'avait écrit Claire. Donc c'est sûr que là, il y a eu quand même, c'est peut-être l'épisode, les deux premiers où il y a eu les choix les plus drastiques. Parce que comme tu disais, il y avait plein de trucs en fait qui ne marchaient pas ou des trucs trop compliqués parce qu'il y avait trop riche dès le départ, quoi. Après, la chance qu'on a du fait d'avoir le temps, c'est que c'est vraiment comme si le texte était passé au tamis d'une oreille à l'autre. Et puis on a chacun un moment où on est isolé avec le texte. À tour de rôle, Claire, elle est isolée à l'écriture. Après, on tourne ensemble. On se retrouve tous. On tourne ensemble. On en discute. On tourne ensemble. Après, moi, je m'isole pour le montage. Je suis dans mon truc. Hop, je le donne à Arnaud qui va s'isoler avec aussi. Et c'est comme s'il passait en fait des épreuves. Il passait quand même 3 épreuves avec des moments où on se retrouve. Et le fait d'avoir le temps de ça, la confiance pour se dire tiens, je te le donne à tour de rôle, fait que, au final, ne reste que ce qui plaît à tous les 3 et on est assez différents, donc ça finit par... Et pour essayer d'être clair, quand on dit que c'est l'auditeur qui est roi qui commande, c'est l'écoute, en fait. C'est-à-dire que quand on est l'éditeur, on ne cherche pas à flatter un auditeur, à faire le plus petit commun dénominateur. Là, on est sur une fiction qui est ambitieuse, qui est riche, qui peut s'écouter plusieurs fois, dans laquelle on va découvrir des choses. Et en même temps, on ne veut pas qu'il lâche, comme tu dis. Il ne faut pas qu'il arrête ni au premier, ni au deux. On veut qu'il aille jusqu'au 9e épisode, donc au bout des 3 heures de fiction. Peut-être pas d'un coup à binger, comme vous voulez, mais voilà, l'enjeu est important. Et c'est vraiment ce rapport à l'écoute, je crois, qui nous réunit, qui nous guide tous. C'est-à-dire, il faut que c'est... Et donc, toi, quand tu écris déjà en ayant ça présent à l'esprit. Je dis ça parce que je reçois beaucoup de textes de fiction et j'écoute beaucoup de fiction où j'ai l'impression que les gens se font plaisir, mais ils ne pensent pas à l'écoute derrière.
Il y a plusieurs choses. Je dirais que c'est quelque chose aussi qui, moi, me semble quand même très propre à Arte Radio. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand j'ai fait mes tout premiers trucs il y a longtemps, qui étaient des tout petits docus sans grande ambition, mais je me souviens que voilà, il y avait quand même ce truc où tu arrivais en cabine, parce que du coup Sylvain venait écouter après quand on avait travaillé en réal, en l'occurrence c'était avec toi Arnaud, et il y a eu vraiment cette idée de bah non, là il y a une baisse d'attention en fait, non, et que c'était le critère central, et du coup ça en vrai c'est moins vrai dans d'autres endroits. Peut-être parce qu'il y a des cases, parce qu'il y a des réguliers, c'est peut-être moins vrai pour des réguliers. Bon, je sais pas, bref. Mais donc, c'est un truc que j'ai appris à Arte Radio. Et après, je sais pas, au moment de l'écriture, je me pose peut-être pas tant la question de est-ce que c'est chiant, enfin, parce que j'ai l'impression que ça, c'est le truc que tu te dis tout le temps. Mais ça va être plus la question de l'adresse, que j'ai aussi quelque chose que, en fait, tu avais verbalisé lors de la première fiction que j'avais faite. En fait, c'est Quand ça. on est passé du je ou tu, ou du tu au je, je sais plus. Disparaître, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait permuté ? C'était un je. C'était donc une première fiction que j'avais faite qui commençait par un long monologue qui était au je, et on l'avait passé au tu. Et il y avait cette idée, en fait, et qui revient toujours à ces mêmes questions, qui est qu'il faut happer, pas parce que c'est un écosystème volatile et qu'il y a plein de concurrence en termes d'attention et tout, mais c'est aussi parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose émotionnellement pour qu'on ait envie d'écouter, en fait. Comme pour une série, mais c'est plus dur parce que le son, on n'a pas l'image pour vous capter. C'est beaucoup plus dur. Et donc, il y a vraiment cette question de c'est quoi le pacte que je vais proposer, qu'est-ce qui fait que du coup, en écoutant, je me dis aussi, moi, qu'est-ce qui fait que j'aurais envie d'écouter ? Et je me dis souvent, en fait, c'est... là, il y a un personnage, ou il y a un truc qui me semble un peu étonnant. Donc voilà, ça c'est ce que je garde en tête. Et après, il y a des trucs plus de rythme. De penser qu'il faut des changements de rythme ou des contradictions et tout ça. Mais ça, c'est presque un peu... C'est peut-être moins conceptualisé dans l'écriture après. Mais parce que c'est un peu intégré aussi, je pense. Mais vous, par contre, en réalisation, les zonos, mais comme Michael avec la musique, on est toujours sur des questions de rythme. Ouais. Chacun à notre manière, en fait, en l'écoutant Claire, je me disais, en fait, chacun à notre manière, avec des personnalités très différentes, on est très inquiet, on s'ennuie assez vite et on est très inquiet d'ennuyer les autres. Donc c'est un truc qui fait qu'on va très vite dire ah c'est chiant pour une on va très vite on partage ça, je pense. D'ailleurs, des fois un peu trop. Des ouais. fois, tu fais pas assez confiance, soit à l'auditeur, soit à toi, parce que tu as ce truc de dire. Et c'est en réécoutant après, on dit ah non, mais en fait, vas-y, on a le temps, profitons aussi du son. On a dit ça, il me semble, en sortant de l'écoute. On s'était dit, mais ce qu'on se dit souvent, en fait, il y en a trop. Il y a trop de couches, des fois. Et on a dit, il faut du temps. Ça va trop vite. Ce qui est rare, parce qu'en général, on va plutôt dire il ne faut pas s'emmerder, il faut aller vite. Et en fait, c'est ça le miracle de l'écoute. C'est pas en allant vite que c'est mieux écouter. Au contraire, il faut poser, il faut mettre des temps, il faut mettre des silences. Ça devient plus agréable, plus immersif et plus fort à écouter quand le rythme s'apaise que si on essaye de bombarder où en fait, au bout d'un moment, tu satures. J'ai l'impression que c'est un truc parce que rythme, effectivement, c'est pas la même chose que la vitesse. Et c'est comment ces deux questions qui sont qu'il y ait toujours quand même une forme de renouvellement de l'attention par des contrastes, par des changements, par des musiques, et qu'en même temps il y ait l'espace de la résonance. Parce qu'en fait c'est toujours le truc, vu qu'il y a aussi l'idée qu'il faut que ce soit émouvant. Si on veut, et c'était le but aussi de cette fiction, et je pense que c'est le but de toutes les fictions, c'est qu'il y ait des choses qui se passent affectivement pour les gens qui écoutent. Et il faut un espace pour ça en fait, que s'il y a une belle mais c'est la même chose parce que le texte ou la musique ou un bel effet de montage et tout, en fait ça c'est perdu s'il n'y a pas un temps de résonance. Et c'est vrai que j'ai l'impression dans toutes les écoutes qu'on a faites d'un truc un peu en accordéon où on fait un truc hyper tendu parce qu'on est là genre là ils vont se faire chier, on va les perdre, et après la fois d'après on dit ah non en fait il faut ajouter des secondes ici, il faut ajouter des secondes là, et c'est un peu ce truc comme ça de battement qui j'ai l'impression qu'elle a été une grosse partie du travail une fois que vous aviez fait la réal. Et sachant que Sabine et moi, des fois on a presque tendance à surréaliser. On aime bien le son et que ce soit immersif, donc on va en mettre plein, aussi par cette peur du vide, et je pense qu'il y a des trucs de pratique aussi. Au début, quand t'es musicien, tu mets 45 000 notes, et puis à la fin, t'as trouvé la bonne, quoi, la blue note, et ça suffit, quoi. Donc il faut aussi jouer ça, où au début, tu te dis, vas-y, j'en mets plein. En plus, déjà, c'était déjà une fiction très dense en termes de texte, mais à un moment, tu dis, ok, va falloir épurer. Pour laisser ce temps à l'auditeur qui comprenne ce qu'il vient d'entendre et tout ça. On va peut-être écouter un extrait d'ailleurs, pour voir à quel point. Un extrait très dense. Un extrait très calme.
Non. Non? Bon. En mer surtout, j'ai découvert les tempêtes. Avant les tempêtes de l'Atlantique, je n'avais jamais pensé à ma mort. Papa, tu crois qu'on va mourir? C'est surtout ça que j'ai appris pendant la traversée. Mais non, ce n'est pas notre heure. Il avait raison, mais je ne le savais pas. Personne d'ailleurs ne le croyait. Dans la Seine-Barbe, ça puait, l'urine, le vomi, et pire encore, parce qu'il est impossible de retenir ces fluides quand on est dans un bateau qui tombe dans un creux de 10 mètres et qu'on est absolument certain qu'on va crever dans l'eau noire et glacée. Une nuit, ça soufflait tellement que le jésuite a commencé à distribuer l'extrême onction. Et qu'il prie sur lui, et la prière de la foi sauvera le malade. Ainsi, vous êtes libérés de tout péché, qu'il vous sauve et vous... Je suis resté allongé sur ma planche, près de ma mère, dans la Seine-Barbe. Pauvres pécheurs, priez pour nous et pour tous ceux qui nous ont offensés. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai prié. Sur le pont, droite au milieu des vagues, il y avait la mort dans sa cape violette. Marin chéri, marin joli. Immobile au milieu du chaos, elle nous observait avec amour en caressant sa mâchoire décharnée et en se demandant lequel d'entre nous elle allait prendre. Ne courez pas si vite. Je n'arrive pas à me décider. Oui, donc là, il y a du monde, il y a beaucoup de choses. Je ne saurais même pas par où commencer. Il y a les bruitages. Heureusement, on avait Franck tout à l'heure qui nous a fait les bruitages, mais bon, il y a de la mer, il y a des éléments déchaînés. Il y a Anne Bonny à 80 ans au bordel à la Nouvelle-Orléans. Il y a Anne Bonny de 10 ans dans la Sainte-Barbe, c'est-à-dire dans la cabine dans laquelle il y a les passagers, son père, sa mère, un jésuite des marins. Il y a de la musique de Michael Yo. Il y a vraiment beaucoup de choses. Comment on s'en sort? Il y a la mort. Ce qui est un peu en plus compliqué en termes de mixage et de montage, j'y pensais en écoutant là, c'est qu'en fait, dès qu'on va rajouter un élément, que ce soit de la musique, un bruitage, il faut enlever quelque chose. En fait, il faut choisir. T'as beau avoir monté tout le dialogue et tout ça avec les ambiances, si tu fais juste rajouter la musique, ça marche pas. Il faut rééquilibrer. À chaque fois que tu rajoutes quelque chose, il faut enlever quelque chose, il faut rééquilibrer. Donc c'est un savant jeu de mélange, de hiérarchie en fait de sons. Et par exemple là on voulait que donc c'est la tempête, donc il faut que ce soit impressionnant quoi. Faut qu'à un moment ça pète tout. Faut que ce soit à la limite de l'audition et à la limite du volume que l'auditeur peut écouter, parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop fort pour pas qu'il ait mal aux oreilles. Mais il faut que ça pète. Il faut que ça pète. Sauf que quand ça pète, si la voix de narration revient, on l'entend plus. Donc, il faut créer, comme ça, tu disais, de créer des reliefs et de l'espace de la résonance. Il va falloir choisir, et le rythme, les moments où ça pète, où il faut que ça s'arrête pour que la narration revienne, ou que ça s'arrête pour que la musique arrive. Et donc là, c'était relativement écrit sur le script, mais après, ça se refait, en fait, il y a le script, et après, là, ça se refait au montage en fonction, et à la réalisation, en fonction vraiment de ce que tu as à l'écran, parce que tout ne peut pas marcher comme ça a été écrit, quoi. Parce que justement, il y a des trucs qu'il faut choisir, sinon on n'entend pas tout, sinon, et voilà.
Mais c'est beau parce qu'à l'écoute et en t'entendant parler, on se rend compte que le mixage, là, il est comme sur un bateau. C'est-à-dire que c'est la dernière fois de ma vie que j'ai prié. On est au sommet de la vague, il y a un silence et tout retombe très fort. Je ne sais pas comment vous l'avez entendu. Ouais, comme ça, comme une suspension. C'est acoustique fantastique, mais voilà, il faut il y a des creux, des pleins. Oui, et ça c'est vraiment du montage, un peu des artifices de montage aussi, où à un moment quand tu vas mettre une voix nue, toute nue, alors que c'est une série très réalisée, avec toujours beaucoup de sons, des ambiances, des bruitages, dès que tu vas mettre une voix nue, elle va ressortir d'autant plus. Ce qui te permet d'après de faire un cut, de remettre du son d'un coup, et hop, et tu te reprends ça dans la tête, quoi. Du coup, alors avant de passer aux questions du public, j'ai un dernier point par rapport à cet extrait qu'on a entendu pour nos amis les geeks. Quid de la compression? La compression, je sais pas trop quoi. J'ai l'impression. Alors, je vais t'aider. Ouais. Il paraît, on suppose, on dit à la cantine de temps en temps quand on a bu que Arte Radio on compresse moins qu'ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Là, tu dis qu'on a mis très fort à la limite de ce que. Et effectivement, entre le murmure qui précède et la vague, j'ai l'impression qu'il y a une amplitude sonore qui est plus grande que ce qu'on peut trouver dans le podcast. Mais peut-être que je me trompe, non, j'y connais rien. Je vois ce que tu veux dire. Ce qui arrive souvent à toi et ce qui t'ennuie et que tu me le redis chaque lundi quand on te le dit chaque week-end, c'est qu'il y a des gens qui viennent voir Sylvain et qui font « Oui, les podcasts d'Arte Radio, ils sont moins forts que tous les autres. » C'est vrai. Ils sont moins forts que tous les autres. C'est-à-dire que si tu passes sur ton Spotify... par exemple, si tu mets un morceau de musique sans toucher au volume de votre casque, et qu'après, donc il est fort, tu l'entends bien le morceau de musique, si tu mets un podcast d'un studio, tu vas entendre bien la voix, et si tu écoutes après un podcast d'Arte Radio, ou une fiction d'Arte Radio, c'est moins fort. Donc tu te dis, toi en tant qu'auditeur, il faut que je mette un peu plus fort dans mon casque. Effectivement, parce que la plupart des autres studios, ou en tout cas de la radio, c'est essentiellement du speak, c'est-à-dire essentiellement de la voix, des gens qui parlent dans les micros comme ça. Donc, tu peux la mettre assez forte, sachant que personne ne peut être plus fort que... y a une limite finie dans des normes de diffusion. Donc, tu peux te dire, ma voix, c'est ce que je mets le plus fort parce qu'il n'y a que cet élément-là. Sauf que si tu veux que ta tempête, elle te pète à la gueule et qu'elle soit impressionnante, à un moment, il faut qu'elle soit plus forte que tes voix. Il faut qu'elle soit plus forte que tout. Sinon, tu as l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau. Donc, si tu veux que tes voix elles soient submergées par la flotte et ça explose, et ben tes voix, tu peux pas les mettre le plus fort possible parce qu'à un moment, tu arrives au niveau, à la limite en fait. Ok. Est-ce que c'est clair? Oui, bah absolument. Attends. C'est ce qui arrive au cinéma. Au cinéma, tu peux ce qui s'appelle la plage dynamique. Tu peux avoir une énorme dynamique parce que tu as des grosses enceintes un peu partout, bien réglées, dans une super acoustique. Donc, tu peux avoir des sons très fins, quelqu'un qui chuchote, donc très faible. Et puis, à un moment, une énorme explosion. Ce qui n'est pas possible si tu écoutes au casque. Parce que si le son très fin et l'énorme explosion, ça va te casser les oreilles en fait. Donc il faut jouer avec ça, de se dire ok, nous on accepte d'être un peu moins fort, mais parce qu'on fait pas que de la voix, on met aussi des ambiances calmes, on met des sons qui pètent, et donc il faut que j'ai une amplitude pour étager tous ces sons. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Si tout est très fort, bah t'as plus de relief en fait. Il était temps que je comprenne le son qu'on fait quand même, parce qu'au bout de 20 ans. Toi, Michael, tu l'entends ça? C'est quelque chose qui est important pour toi dans tes mixages musicaux aussi? Oui, non, mais particulièrement dans le cas d'une fiction, évidemment qu'il faut de la dynamique, ça a plus de sens. Et aussi, quand on compose pour du podcast, on est conscient du fait que la musique va être parfois très très basse ou très forte. Donc il faut se dire que tout peut être modelé, tout doit rester quand même malléable pour que ensuite Arnaud puisse jouer avec la matière. Voilà. Bon, vous comprenez bien qu'on a encore 10 000 choses à dire parce que là, on vous a fait écouter des petits extraits qui représentent rien. Il y a une immense histoire. Il y a une histoire on a dit, de femmes, de liberté, de piraterie, d'amour. Il y a des scènes romantiques extraordinaire qui mériterait un coucher de soleil. Enfin, il y en a un harlequin. Non, mais moi, c'est l'une des choses qui m'a le plus... Je savais les scènes de piraterie et tout. C'est maintenant... Il y a une scène d'amour à un moment qui est juste... Il y en a même plusieurs, mais qui est à la limite du... qui est très érotique, très romance, mais que moi, j'ai trouvé brûlante. Il se passe rien, c'est pas ça, mais il y a une telle tension, il y a du calme. Justement, on parlait de compression. Les gens murmurent, ils chuchotent, c'est le lagon bleu. Ça m'a complètement fait triper. Et c'est le moment de laisser la parole à notre public, chéri.
J'ai pas du tout encore écouté, mais je me demandais sur le format, comment vous aviez choisi les durées, les différents épisodes, tout ça. On s'était jamais rendu compte que ça durerait 3 heures à la fin. On n'avait pas réalisé, c'est 9 fois 20 minutes. Il y a des épisodes de 16, il y en a un ou deux de 16, il y en a de 25, 22. Et ça fait 3 heures au final, je crois. Peut-être même un peu plus, je sais pas. C'est différent, chaque épisode a une durée différente. Oui. Ah ben ça, c'est la chance du podcast. C'est le truc extraordinaire du podcast, c'est ce qu'on disait. C'est pourquoi on prend le temps, pourquoi on peut faire des choses comme ça, parce qu'on ne formate pas, tout simplement. Parce que tu n'es pas obligé. Pourquoi quand tu parlais de l'écoute, de l'attention, elle est là. C'est quand tu dois faire 52 minutes, va faire un documentaire de 5... Ça fait des années que la radio et la télé sont collés aux 52 minutes. Nous, on a commencé à gagner tous les prix parce qu'on fait des 27, des 30, des 40. 52 minutes de docu-radio, t'as vraiment des chances qu'il y ait 10 minutes de trop. C'est hyper dur. Ça peut. Enfin, tu peux le faire en série, tu peux faire 90, 3 heures. Mais 52, d'imposer 52 minutes aux gens, c'est monstrueux. C'est hyper dur. Du coup, au bout d'un moment, ils mettent les chansons plus longues. Enfin, tu vois, t'as 30 minutes super, puis après, tu dis, ça tourne en rond, ça, je l'ai déjà entendu. Non, le truc fantastique du podcast, c'est d'avoir aboli le format, évidemment. Donc, du coup, on ne sait pas avant. Mais au final, c'est très long. Oui, c'est ça. Et après, le nombre d'épisodes, c'était vraiment à l'écriture en fonction des grands moments de la vie de Anne, quoi. Il y en avait genre 8 au début, puis il y en a eu 9 parce qu'on a scindé le dernier. Mais ça, pour le coup, il y avait pas, on s'était pas dit... Quand moi je t'avais présenté les 2 premiers épisodes quand on a lancé le projet, il n'y avait pas de cahier des charges en termes de numéro de nombre d'épisodes. Une autre question ? Oui. Vous avez dit qu'il y avait une version adulte et une version enfant. Ouais. C'est quelque chose de pas très commun. Je regardais vite fait sur mon téléphone. Là, je connais Michel Tournier, Les Larmes du Pacifique, mais oui, je connais absolument. pas ça dans c'est d'autres très juste. Qui est aussi Vendredi, d'ailleurs un peu une histoire de pirate. Et je voulais savoir pourquoi pourquoi ce choix, quand est-ce qu'il s'est fait, et qu'est-ce qu'il impliquait en termes de prod, de travail. C'est une très belle histoire. Et en fait, ça a commencé parce que j'ai écrit. Moi, j'écrivais pendant le confinement. Anne Bonny, la grande, et ma belle-fille n'était pas avec nous, elle était chez sa mère à l'autre bout de la France, et du coup avec mon compagnon on avait commencé à faire une sorte de version, en fait une version enfant mais à la maison pour ma belle-fille, et c'était assez chouette, et puis du coup on avait vraiment, comme chacun d'entre nous, peut-être pas si vous aviez des métiers essentiels, mais si vous avez des métiers non essentiels, vous aviez beaucoup de temps à tuer, et donc le montage c'est parfait pour ça parce que ça prend un temps infini. Donc on était bien contents d'avoir ça à faire. Et à la sortie du confinement, donc on lui envoyait, elle enregistrait des répliques et ensuite on montait tout. Et à la sortie du confinement, d'un ton faussement dégagé, après avoir longuement discuté avec Sylvain de comment on allait et tout, je fais sinon je vais faire un petit truc comme ça pendant le confinement pour ma belle-fille. Et non, et l'idée, c'était que du coup, comme ça marchait bien... Je l'ai écouté, c'était super. Ouais. C'était vraiment chouette. Et on nous réclame tout le temps des fictions pour la jeunesse. Vraiment, beaucoup. On sait que ça cartonne, qu'il y en a qui marchent en podcast. Il y a des merdes, mais quand c'est bien, c'est vraiment formidable. C'est très dur à faire, c'est encore plus dur que tout. Mais du coup, il y a ça qui nous tombe du ciel. Donc j'ai dit, allons-y, faisons la version jeunesse. Ce qui rajoutait un petit peu de travail. Pas grand-chose. Mais c'était intéressant. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Par contre, il y avait une contrainte qui était très forte, vu qu'on avait cramé tout le budget pour la grande. C'était en même temps aussi intéressant, c'était de reprendre toutes les scènes de vie, de bateaux, de pirates, d'îles et tout ça. Elles sont partagées avec la fiction adulte. Donc ça créait une contrainte. Enfin, en même temps, il y avait, je pense, l'idée aussi que c'était tellement de travail de faire exister ces paysages, la Caraïbe, l'Atlantique et tout, on disait que c'était quand même chouette que ça puisse exister sur d'autres supports. Et après, il y avait quand même, ça crée une sorte de contrainte d'écriture autour de ça, quoi. La contrainte, c'était d'avoir une narration principale et une seule. C'est-à-dire qu'Anne Bonny, c'est quand même une fiction dialoguée, même s'il y a la voix de Catherine Niegel, il y a constamment des dialogues, donc il y a 20 comédiens qui interprètent 30 personnages. Moi, au moment de la fiction enfant, j'ai dit on repart pas là-dessus, on ne pourra jamais. Et j'ai dit, et en plus pour les enfants, c'est beaucoup mieux pour eux qu'ils aient la voix du « Il était une fois », une voix principale. Donc ce que j'ai imposé, c'est d'avoir une voix principale. Et ils m'ont dit, de toute façon, pour les scènes dialoguées et les trucs qui pètent, on les a déjà, donc on en met des bouts. On n'a juste pas mis les scènes du bordel. On a essayé de faire un truc 7-12 ans, quoi. Mais du coup, ça a fonctionné. Mais c'est pas qu'une question d'argent. C'est qu'aussi pour les enfants, c'était mieux d'avoir une narration...
Et non, mais c'était intéressant aussi de se dire que, parce qu'un des fils rouges de la grande Bonnie, de la version adulte, c'est la question de la transmission, de comment les histoires voyagent, et aussi quand même l'idée un peu de c'était quoi la réalité de la piraterie, parce que j'ai lu vraiment beaucoup de trucs, et c'était aussi vachement intéressant de se dire, et c'était quelque chose que tu avais demandé aussi, et qui était pour moi pas simple, parce que j'avais jamais écrit de jeunesse, mais de savoir comment on garde ça, cette question de la transmission, et aussi pour parler de la réalité de la piraterie. Enfin, de faire un truc qui est à la fois une histoire chouette pour les enfants, et on peut pas tout raconter, et en même temps de garder un petit peu quand même ces thèmes sur... Qu'est-ce qui est vrai, les mêmes il faut... enjeux. Ouais. Oui, là-haut. Bonsoir. Du coup, je me demandais concrètement comment ça s'est passé avec les comédiens et les comédiennes pendant l'enregistrement. Est-ce qu'ils étaient assis sur une chaise devant un micro ou debout, ou est-ce qu'au contraire ils avaient la possibilité de bouger dans l'espace en fait, parce que quand on entend les scènes, on a vraiment l'impression que c'est comme une pièce de théâtre quoi, et que... Alors la narration, pour la narration, ils étaient, Catherine Hegel est assise pour les parties de la narration. Les scènes de dialogue entre Apolline et Anne, elles sont assises aussi, mais dans une configuration où elles sont en échange. Donc, elles sont un petit peu sur leur partition. C'est pas extrêmement mobile, mais il y a quelque chose d'un peu théâtral, effectivement, qui se passe, parce que, voilà, c'est pas une solitude. C'est pas quelqu'un qui parle à une personne invisible, donc il y a déjà plus de mouvement. Et après, oui, effectivement, sur le tournage, dans cette Audi, tout l'intérêt était précisément d'avoir de l'espace pour pouvoir se mettre en mouvement, pour pouvoir déambuler. Et c'était plutôt Sarah qui suivait, on chorégraphiait un petit peu. Et Sarah avait tendance à suivre quand même, à les suivre eux, quoi. Donc non, c'est pas du tout... Voilà, là, on peut voir des photos du tournage. C'est Sarah qu'on voit là, vous voyez, vous reconnaissez tout le monde, hein, Sabine Zevigan, Robinson Stevenin, et Sarah, raconte, toi qui as la prise de son. Du coup, là, c'était une prise, par exemple, où on mimait qu'ils étaient dans une barque. Moi, je me mettais avec un micro stéréo, donc je chopais les 2 rangées de personnages. Et là, on leur demandait vraiment d'être en mouvement, comme s'ils étaient dans une chaloupe et qu'ils étaient vraiment en train de galérer à avancer avec la chaloupe. Et donc, pour que le jeu soit plus juste, il fallait qu'il y ait un mouvement, il fallait qu'il y ait un effort, et l'idée c'était qu'ils soient en rythme et cadencés. Donc là, c'était vraiment important de les enregistrer ensemble, en effort, et qu'en plus, ensemble, du coup, il se passait quelque chose de plus dynamique à la prise, et voilà. Pour conclure, en fait, nous, on a mis 20 ans à comprendre qu'il ne faut pas chercher à faire du cinéma, il ne faut pas chercher à être réaliste, et en même temps réaliste. Donc, vous voyez, il y a un mélange de réalisme. Ils sont dans une barque qui rame, donc Sarah les positionne comme dans une barque, et ils font le mouvement. Et en même temps, c'est une convention, c'est un peu du théâtre, c'est un mélange des deux. Il faut être à la fois très précis, très réaliste sur certaines choses, et accepter que la fiction radio est une convention qui s'adresse à l'imaginaire. Mais ne cherchez pas à ce que ça soit de l'hyper-réalisme, exactement comme dans la vie. Enfin, ne cherchez pas, faites ce que vous voulez. De toute manière, mais sachez que c'est hyper dur. C'est hyper dur, amusant, en plus. Et c'est peut-être plus amusant. À un moment donné, dans la taverne, ils vont faire « ho, 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 ho », et c'est pas grave. C'est des pirates, ils ont le droit de faire « ho, ho, ho » dans la taverne. Ça fout pas tout en l'air, bizarrement. OK ? Merci beaucoup Claire Richard, merci Sabine Zevigan, Michael Yo, Arnaud Forest, Sarah Monima, Julie, Stella, Emma, vous tous. Merci à tous. arteradio.com